j'ai essayé au maximum de rentrer dans cette problématique de la désétude des concepts. Et je vais donc parler évidemment de désuétude, mais surtout ce qui m'intéresse le plus, c'est la désuétude. Je ne savais pas trop comment intituler ça, ou la resuétude. Enfin bref, le fait qu'à un moment donné, des concepts puissent ne plus être désuets pour la science en train de se faire. Et évidemment, moi, je vais parler de ce que je connais. Donc, je vais parler des concepts en biologie, en sciences expérimentales. Je ne pense pas qu'il y ait de différence essentielle et fondamentale avec ce qu'on pourrait voir dans d'autres sciences expérimentales. En revanche, je ne suis pas du tout certain de ce qu'il en serait, par exemple, en mathématiques ou dans les sciences formelles. Voilà. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est quand on se place sur le terrain des sciences expérimentales, des sciences qui ont un rapport avec l'empirie. Alors, c'est un thème intéressant parce que je trouve que c'est un thème qui délimite assez nettement plusieurs manières de travailler sur les sciences, que ce soit du côté historique ou philosophique. Alors oui, je précise évidemment, mais moi, mon intérêt principal, mon tropisme, il est du côté de l'histoire, mais d'une histoire un peu particulière, une histoire qui a des relations assez étroites avec la philosophie. Alors, comment je vais faire cette diapo avec ça? Alexandre, c'est juste... Bah non, ça va. Ah bah, sinon, c'est là. Genre... Ok, d'accord, merci. Alors, grosso modo, je vais simplifier énormément dans l'introduction, mais en fait, la désuétude des concepts n'est pas un thème d'intérêt dans bien des manières de faire de l'histoire des sciences. Par exemple, quand on s'intéresse de manière rétrospective à l'actualité du savoir, pour reprendre une expression chère à Gaston Bachelard, les concepts désuets sont tout simplement la science fausse, la science périmée, et du coup, l'intérêt, en fait, il est assez restreint. C'est un intérêt en termes de culture historique, en termes d'érudition, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va avoir une positivité propre. De la même façon, en fait, les scientifiques qui font de l'histoire des sciences, quand ils s'intéressent à autre chose qu'aux embryons ou aux précursions de la science qu'ils ont pratiquée, en fait, les concepts désuets ne les intéressent que marginalement, encore une fois, comme des éléments de culture. Ah, décidément. C'est bon. L'autre versant, c'est la recherche académique en histoire des sciences, la recherche académique en histoire de la biologie. Et en fait, là aussi, l'intérêt pour les concepts désuets ne va pas de soi, mais pour des raisons un peu différentes. C'est-à-dire que la recherche académique en histoire de la biologie, en fait, a tendance à entériner la distinction entre contexte de découverte et contexte de justification. Et en fait, évidemment, elle s'intéresse massivement, notamment sur la base d'archives, d'inédits, de correspondances, au contexte de découverte, sans que finalement jamais il y ait de possibilité de rétroaction entre ces deux contextes. On prend pour acquis un certain niveau de science et en fait, on en cherche l'élaboration dans le passé. Donc, pour des raisons différentes, en fait, on aboutit au même constat, c'est que dans un cas comme dans l'autre, le passé est un élément de culture. Alors, je me permets juste de fermer la fenêtre là, sinon je ne vois pas ce que je présente. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, il y a des exceptions remarquables au XXe siècle de méthodologie historienne, d'épistémologie, en fait, qui ont eu un intérêt marqué qui auraient pu avoir un intérêt marqué et qui ont eu un intérêt marqué pour les concepts désuets. Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est évidemment Thomas Kuhn, dans la structure des révolutions scientifiques, où en fait, il cherche à faire revivre le passé dans son étrangeté et dans son altérité. Et donc là, il y a un authentique, la désuétude devient un authentique objet d'investigation. Une limite de cette manière de faire, c'est qu'en fait, le concept d'incommensurabilité rend difficile de pratiquer autre chose que finalement une philosophie de l'étonnement et de l'étrangeté face à l'altérité du passé, puisqu'on place des limites à peu près infranchissables entre les rationalités des différentes époques. Et Azok Chang avait un commentaire, je trouve, extrêmement juste par rapport à Kuhn, en disant qu'il est allé très loin dans sa manière de faire revivre des paradigmes différents, mais finalement, il ne s'est jamais posé la question de l'heuristique potentielle de ces paradigmes pour une science qui ne serait pas juste une histoire périmée. Et donc, c'est un peu ça, peut-être, la limite de poser la question du point de vue kuhnien. En tout cas, moi, ce que j'en retiens de manière très pertinente dans ma propre recherche, c'est cette expression qui est assez régulière et récurrente dans la littérature, les Kuhn losses, le fait que quand on passe d'un paradigme au suivant, en fait, on arrive
très rarement à réintégrer dans le nouveau paradigme la totalité de ce qui était pensé à un moment précédent de l'histoire. Alors, une autre exception, évidemment, c'est Michel Foucault et les mots et les choses, qui, lui aussi, est prioritairement intéressé par le passé et le passé du savoir, le passé des discours, dans leur étrangeté, dans le fait qu'ils ne peuvent pas se résorber intégralement dans des formes discursives postérieures, d'où sa thématisation sous forme d'épistémé. Donc, il y a eu, dans la deuxième moitié du XXe siècle, des épistémologies intéressées ou qui auraient pu être intéressées par la désuétude comme thématique de recherche. Et évidemment, moi-même, cette orientation thématique m'intéresse beaucoup. Alors, actuellement, la personne, je pense, qui travaille le plus dans cette voie-là, c'est sans conteste, Azok Cheng, que beaucoup d'entre vous, j'imagine, connaissent, et qui, justement, fait dialoguer le pluralisme en philosophie des sciences avec une histoire contrefactuelle, une histoire où on rouvre des possibles. Et en fait, chez Azok Cheng, la visée, elle est clairement du côté de la contribution scientifique, puisqu'il parle de cette forme d'histoire des sciences comme finalement une contre-histoire des sciences qui pourrait apporter quelque chose à la science actuelle. Alors, c'est un point de sa manière de faire qu'il a beaucoup précisé dans un article qui vient de paraître, Presentist History for Pluralist Science, qui est paru dans le dernier numéro du Journal for General Philosophy of Science, qui a été édité par deux collègues et moi-même, Matteo Vaggelli et Ivan Moya Diaz, qui eux-mêmes ont été doctorants à Paris 1 il y a quelques années. Voilà, donc à mon sens, c'est le texte où Azok Cheng s'explique le plus directement sur cette manière d'envisager l'histoire des sciences dans ses rapports avec le pluralisme en philosophie et avec la science actuelle. Alors, aujourd'hui, moi, je vais prendre un exemple, évidemment, qui se rattache à la biologie, à l'histoire de la biologie. Je vais me placer dans le cadre de la théorie de l'évolution et je vais m'intéresser à la façon dont on a pu conceptualiser les relations entre l'adaptabilité et l'adaptation. Ça a donné lieu à un florilège de concepts dont la plupart sont complètement désuets dans un sens que je vais définir tout à l'heure. Par exemple, les concepts de sélection organique, de sélection coïncidente, de sélection stabilisante, de post-adaptation, d'assignation génétique, d'effet Baldwin. Et comme ça, on pourrait doubler ou tripler cette liste de termes que vous ne connaissez pas et que vous ne connaîtriez pas, même si vous étiez des biologistes, à une ou deux exceptions près. En fait, ces concepts, ils ne sont pas faux au sens classique du terme en sciences. Simplement, ils sont désuets dans le sens où ils sont un peu oubliés. Et je reviendrai encore une fois tout à l'heure sur la façon de catégoriser ça. Donc, ce sont ces exemples-là qui vont m'intéresser aujourd'hui. Et ils vont m'intéresser à double titre. Ils vont m'intéresser du point de vue épistémologique pour essayer de caractériser justement ce que pourrait être, au moins dans le champ de la biologie, la désuétude conceptuelle. Et puis, ils vont m'intéresser aussi pour montrer comment la désuétude, la fin de la désuétude conceptuelle, pourrait avoir un rapport avec l'heuristique de la biologie. Alors, simplement, je vais rentrer le moins possible dans les détails techniques, puisque nous sommes dans des journées justement transversales du point de vue des sciences abordées. Quelques mots sur cette relation causale entre l'adaptabilité et l'adaptation. L'adaptation, évidemment, c'est le fait pour un organisme d'avoir des caractéristiques qui lui permettent de vivre correctement dans un milieu aux paramètres connus. Donc l'adaptation, c'est quelque chose qui est fixe à l'échelle de la vie d'un individu. Avoir une peau foncée dans un endroit richement où l'ensoleillement est fort, c'est une adaptation. L'adaptabilité, c'est la capacité pour un organisme de transformer ses caractéristiques au cours de sa vie individuelle pour justement que celles-ci correspondent aux paramètres du milieu. Et donc le fait de bronzer, c'est de l'adaptabilité. Le fait d'avoir la peau sombre, c'est une adaptation. Et en fait, cette question du rapport causal depuis l'adaptabilité vers l'adaptation, c'est une question qui est un point aveugle de la théorie de l'évolution au XXe siècle. Il y a eu deux moments où cette question a été discutée dans un cadre darwinien, au tout début du XXe siècle, aux alentours de 1900, pendant quelques années, notamment par des gens comme Baldwin, d'où le nom. Et puis, très brièvement, dans les années 40 et 50, à nouveau,
par des gens comme par exemple Conrad Waddington, et en fait après plus rien, pour des raisons que j'expliquerai en partie tout à l'heure. Et cette question elle est tout à fait centrale parce que de mon point de vue, en fait, c'est le rapport causal entre l'adaptabilité et l'adaptation va devenir au XXIe siècle la question centrale à résoudre pour la théorie de l'évolution. Voilà, donc ce n'est pas un exemple, pris au hasard, c'est un exemple qui a sa centralité, y compris en biologie. Alors, première partie, conditions et marqueurs de la désuétude. Pour essayer d'avoir un patron un peu général sur cette question-là. Première question, qu'est-ce qui fait qu'un concept tombe en désuétude? Alors, évidemment, premier champ de raison, ce sont les raisons scientifiques. Et j'en vois deux essentiellement. D'abord, une forme d'inopérativité théorique, c'est-à-dire que ce concept, finalement, n'a plus de raison d'être dans un certain cadre théorique. Il peut être réduit à d'autres concepts qui ont davantage droit de citer dans ce nouveau cadre théorique. Alors là, je vais prendre un exemple, encore une fois, sans entrer dans les détails techniques. Dans les années 1950, Conrad Waddington propose que l'adaptabilité puisse conduire à l'adaptation via ce qu'il appelle l'assimilation génétique. Et en fait, très vite dans les années 50, y compris dans son propre laboratoire, y compris une de ses thésardes, propose qu'en fait, on puisse expliquer ce phénomène sans faire recours à l'assimilation génétique telle que pensait Waddington, mais simplement en faisant appel à ce qu'on appelle la sélection de seuil. Alors, je ne rentre pas dans les détails. Si vous avez des questions sur les mécanismes biologiques, on pourra en reparler éventuellement pendant la question. Mais le jugement des acteurs de l'époque, il est très clair sur le fait que finalement, l'assimilation génétique, c'est un terme superflu parce que le mécanisme auquel il renvoie peut être réduit au processus standard de sélection tels qu'ils sont prévus par la forme théorique dominante, c'est-à-dire à l'époque la théorie synthétique de l'évolution. Et un des acteurs essentiels à cette époque, c'est Ernst Mayr, qui nous dit en gros « What we really have is threshold selection ». Donc ce que nous avons, c'est de la sélection de seuil. Pas besoin de parler d'assimilation génétique. Ce concept, il n'a pas d'opérativité propre, n'a pas de positivité propre. Il enfonce le clou. It seems to me, furthermore, that it becomes the issue. Alors là, j'arrive plus à lire. Ok, c'est pas grave, je saute. Actually, what Waddington designates as genetic assimilation is one of the normal aspects of natural selection. This, I believe, is a normal process of selection of a polygenic character and requires no special terminology. Donc là, c'est très clair. Ce concept n'a pas de consistance. On peut le dissoudre dans la forme théorique de la génétique des populations de l'époque, et donc on n'a pas besoin d'un terme spécifique. Donc ça pourrait être une forme d'inopérativité théorique. Et puis il y a une deuxième forme d'inopérativité qu'on pourrait appeler pratique, c'est-à-dire qu'à un moment de l'histoire des sciences, en fait, on peut concevoir, au moins qualitativement et verbalement, certains mécanismes, mais en fait, on ne peut pas les traduire empiriquement, on ne peut pas les traduire expérimentalement, on ne peut rien faire avec. Et là encore, Waddington est un bon exemple. Il a proposé que l'assimilation génétique soit fondée sur le mécanisme développemental de canalisation. Et il expliquait la canalisation comme un processus lié aux interactions entre les gènes au cours du développement embryonnaire. Donc ça, c'est un diagramme très connu chez les biologistes, chez les historiens et les philosophes de la biologie. C'est le paysage épigénétique de Waddington vu du dessous. Et en fait, ce qu'on voit du dessous, les gros rectangles noirs, ce sont les gènes. Et les traits noirs qui relient ces gros rectangles noirs, ce sont les interactions entre les gènes qui structurent le paysage épigénétique. Donc ça, c'est une conception très stimulante, mais c'est une conception dans les années 50, à partir de laquelle on ne pouvait produire aucun programme de recherche. Et en fait, actuellement, depuis une dizaine d'années, on peut faire ça, c'est-à-dire qu'on peut exhiber des réseaux de régulation génétique qui, topologiquement déjà, sont extrêmement proches de ce qu'avait pressenti Waddington. Et donc maintenant, en fait, ce sont des voies de recherche qui sont pratiquement empruntables. Et évidemment, ça change un certain nombre de choses en ce qui concerne la désuétude des concepts. Deuxième catégorie de raisons, des raisons qui redoublent. En fait, les premières, ce sont des raisons rhétoriques, des arguments d'autorité.
à partir du moment où dans un champ scientifique, vous avez les personnes les plus dominantes scientifiquement qui vont prendre position vis-à-vis de certains concepts et juger qu'ils ne sont pas intéressants, bien sûr, ça ne va pas du tout engager les collègues et les jeunes chercheurs à aller dans cette voie. Donc, encore une fois, c'est ce qui s'est passé dans les années 50, quand vous avez les principaux fondateurs de la théorie synthétique de l'évolution qui vous disent que, par exemple, l'effet Baldwin, certes, ça peut exister, mais c'est extrêmement mineur dans l'évolution adaptative. C'est ce qu'a fait George Gaylord Simpson, le principal paléontologue acteur de la théorie synthétique de l'évolution. Voilà un livre phare, Tempo and Mode in Evolution, de cette période. Et en 1953, il publie un article, The Baldwin Effect, où il dit que peut-être que ce processus peut exister, mais c'est marginal, c'est tout à fait dispensable dans la théorie synthétique de l'évolution. Myers, c'est pareil, lui aussi un des grands acteurs de cette théorie synthétique, avec son livre en 1942, Systematics on the Origin of Species. Il publie en 1963 peut-être le plus célèbre manuel pour enseigner la théorie de l'évolution de la deuxième moitié du XXe siècle, Animal Species and Evolution, et dans ce livre, il est très clair sur le fait que l'assimilation génétique ou l'effet Baldwin, finalement, ce n'est pas intéressant, et donc on a comme ça des arguments d'autorité qui viennent redoubler les raisons scientifiques que j'ai présentées tout à l'heure. Et puis, mais je ne pense pas que ce soit généralisable, dans le cas qui m'occupe, il y a un troisième ordre de raisons, ce sont des raisons idéologiques liées à un contexte très particulier, qui était celui de la guerre froide en biologie, entre une biologie occidentale centrée sur le gène et une biologie soviétique autour de Lysenko, dont vous avez ici une photographie, soutenue par Staline et par la doxa marxiste du Parti communiste soviétique de l'époque, qui en fait était une biologie où le gène n'avait aucune place. Lysenko voyait la génétique comme une science bourgeoise et il voulait substituer à la génétique une science prolétarienne. Et donc, bien sûr, du point de vue des généticiens occidentaux, et notamment américains, tout ce qui pouvait ressembler à du lysenkisme, c'est-à-dire tout ce qui mettait au premier rang l'hérédité des caractères acquis, c'était extrêmement mal vu, y compris pour ces questions d'opposition idéologique et politique. Et malheureusement, Waddington n'a pas forcément été dans le sens qu'il aurait servi quand, par exemple, il a intitulé ses articles « Canalization of Development and the Inheritance of Acquired Characters ». Donc, on a eu tendance, improprement, à considérer que Waddington était du côté de l'hérédité des caractères acquis au sens physiologique standard et que donc il était trop proche du lysenkisme. Et finalement, ça a participé à ce qu'on mette un peu de côté certaines de ces conceptions. Alors, deuxième point de cette première partie, rapidement, comment se traduit la désuétude? Ça, c'est assez facile à repérer. La désuétude, ce n'est pas la fausseté. Et en fait, quand vous ouvrez des manuels, les concepts désuets, ils persistent, mais ils persistent de manière minimale. C'est-à-dire, ils persistent comme des éléments de définition et des éléments de définition sur lesquels on ne s'accorde pas. Et donc, en ce qui me concerne, si par exemple vous ouvrez un ouvrage récent, un manuel, un guide de l'évolution, The Princeton Guide to Evolution, ce sont des ouvrages qui font autorité, vous avez comme ça quelques paragraphes qui sont dévolus à ces questions-là, où on se contente de définir, de donner quelques références historiques, mais finalement, on ne sait pas trop quoi faire de ça. Alors, regardez, this process, or something like it. Donc, on ne sait pas bien définir le processus, on ne sait pas bien ce que ça veut dire, on ne lui accorde pas vraiment d'importance. Ça survit comme ça de manière définitionnelle et de manière un peu erratique au fur et à mesure de la réimpression de ces ouvrages qui font autorité. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Alors, évidemment, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le potentiel à la fois épistémologique, historique et scientifique de ces concepts désuets. Et donc, je m'intéresse surtout aux conditions de la désuétude. Ce n'est pas très compliqué à saisir. En fait, il suffit de reprendre les trois ordres de raison précédents et de les inverser pour comprendre qu'un concept peut sortir éventuellement de la désuétude. Alors, je précise qu'à aucun moment, je ne suggère que ce soit toujours le cas et que ce soit toujours intéressant. Beaucoup de concepts sont en désuétude pour de bonnes raisons, en tout cas toujours actuellement. Et donc, il ne s'agit pas comme ça d'avoir une recette qu'on pourrait appliquer à l'infini à tous les cas possibles. Simplement, dans certains cas, je trouve ça intéressant de se demander, au moins méthodologiquement, sous quelles conditions certains concepts pourraient sortir de cet état désuet. Les raisons idéologiques, évidemment, elles ont tendance à passer au fur et à mesure que l'histoire elle-même continue son cours.
actuellement, il n'y a plus cette tension entre une biologie occidentale et une biologie soviétique. Les raisons rhétoriques, pour les mêmes raisons, en fait, les acteurs sont décédés. Et donc, les arguments d'autorité, en fait, ont fait long feu. Il nous reste les raisons scientifiques. Qu'est-ce qui fait qu'un concept pourrait retrouver une certaine opérativité à la fois théorique et pratique? C'est là-dessus que je vais me concentrer. Alors, opérativité pratique, je l'ai un peu suggéré tout à l'heure, c'est simplement parce qu'à un certain moment de l'histoire, on a les techniques qui permettent de faire quelque chose expérimentalement avec des concepts qui, auparavant, étaient simplement des conceptions verbales et strictement qualitatives. Par exemple, maintenant, on peut documenter des cas spécifiés dans la nature, et ça c'est très important, hein, pas seulement des modèles ou des populations expérimentales, mais dans la nature, on peut comme ça comprendre que la plasticité, la capacité d'adaptabilité, en fait, peut conduire à une évolution adaptative. Donc, il y a en particulier un laboratoire qui est très investi dans cette direction, c'est celui de David Koenig, et ces travaux sur les amphibiens en fait, sont assez connus dans la communauté des biologistes de l'évolution. En fait, on peut montrer qu'une espèce souche qui était capable de plasticité individuelle, c'est-à-dire que les têtards étaient capables de s'adapter à différentes formes de régime alimentaire, donc c'est ce qu'on a ici. En fait, cette espèce souche, elle a pu donner des espèces filles dont certaines sont adaptées à certains types de régimes alimentaires, plutôt phytophages ou plutôt omnivores, et d'autres sont clairement des spécialistes de vie carnivore. Et donc, on a eu comme ça une évolution, une radiation adaptative à partir d'espèces ancestrales qui avaient la capacité de faire varier leur phénotype, c'est-à-dire qui recélaient une certaine forme d'adaptabilité. Et l'intérêt des travaux empiriques de Koenig, c'est d'avoir pu ressaisir toutes les étapes. Parce qu'en fait, ça, c'est très compliqué. En tout cas, d'avoir donné des arguments qui montrent que c'est extrêmement probable que ça se soit passé comme ça. Puisque bien sûr, en général, l'évolution, vous ne la prenez pas sur le fait, vous la prenez une fois qu'elle est arrivée. Et donc, c'est très compliqué de savoir si l'adaptation actuelle, en fait, elle est liée à un processus standard darwinien de variation-sélection par rapport à un certain pool génétique, ou bien si l'adaptabilité a pu jouer un rôle causal à l'un ou l'autre moment du phénomène. J'insiste, hein, ces travaux montrent que l'hypothèse la plus probable dans ce cas-là, c'est que l'adaptabilité initiale a joué un rôle causal. Évidemment, la limite toujours de ce type de travaux, c'est que la généralisation pose problème. Hein. En biologie, on a le problème du cas particulier. OK, vous avez montré ça pour ce type d'espèce d'amphibiens, mais en quoi ça me dit quelque chose de général sur le processus évolutif? L'autre versant, c'est l'opérativité théorique. Et en fait, maintenant, on peut construire des modèles, on peut faire des simulations qui, par exemple, c'est le cas de cet article de 2004, montrent que l'assimilation génétique est causalement extrêmement liée à la canalisation, comme chez Wellington. Et que donc la canalisation, le fait que le processus développemental soit conçu d'une certaine façon, je ne rentre pas dans les détails, joue un rôle dans l'adaptation finale. Alors, c'est assez explicite dans le titre que je me permets de lire de cet article de 2004. Genetic assimilation can occur in the absence of selection for the assimilating phenotype, suggesting a role for the canalization heuristic. Donc là, clairement, on a le lien avec le concept central de Wellington. Et ce lien, cette fois-ci, on va au-delà d'une appréciation verbale, puisqu'on peut produire un modèle, on peut faire des simulations qui montrent que la canalisation peut avoir un rôle causal dans l'évolution adaptative. Je ne rentre pas dans les détails du modèle. Autre exemple, alors, malgré tout, c'est rare, ce sont des exemples rares. Hein. Il y a ce modèle de Mazel de 2004 qui est très stimulant, et puis il y a un autre modèle à peu près contemporain, 99, de Lauren Hansel, A Quantitative Model of the Simpson-Baldwin Effect, où en fait, avec une autre forme de causalité, elle montre que l'adaptabilité peut avoir, en tout cas avec des modèles et des simulations, on montre que ça peut avoir un rôle sur l'adaptation finale d'une population, ce qu'elle appelle le Simpson-Baldwin Effect. Et donc là, ce qui rend ces voies de recherche fréquentables, c'est que maintenant, on a les outils mathématiques et informatiques pour produire des modèles que Waddington ne pouvait pas produire, hein, qu'il pouvait simplement imaginer de manière qualitative et verbale. Et ça change considérablement les choses par rapport à un concept qui était désuet
et qu'il est nettement moins. Alors, dernière partie, j'ai commencé à quelle heure? Honnêtement, vas-y. Il me reste, je pense, 10 petites minutes. Troisième partie, la D des études et son lien avec l'histoire des sciences. Alors, je vais le prendre dans deux sens. Je vais le prendre de la science vers l'histoire et de l'histoire vers la science. Si on reprend le modèle de Hansel, en fait, c'est un modèle qui est très stimulant, très intéressant, mais c'est un modèle qui fait quand même l'impasse sur certains aspects théoriques, sur lesquels je ne m'appesantis. Bon, j'en dis juste un mot. En fait, dans le modèle de Hansel, la plasticité, le fait de pouvoir varier au cours de sa vie, ça permet d'atteindre un optimum adaptatif, ça permet de rechercher l'optimum adaptatif, le pic adaptatif, mais ça ne permet pas, ce qui n'est pas pris en compte dans ce modèle, c'est par exemple le fait que la plasticité permet la survie d'une population quand on change drastiquement les conditions de l'environnement. Ce qui était une idée qu'on trouvait déjà à la fin du 19e siècle chez des gens comme Baldwin, par exemple. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ce modèle réactive certaines idées anciennes, mais pas toutes. Et en fait, pour plusieurs raisons, la plus évidente, c'est que pendant un demi-siècle, on a mis ça de côté, c'était désuet, et donc on a coupé le lien. On a coupé le lien historique de transmission de ces idées. Et comme on a coupé ce lien, en fait, on a appauvri les idées. Et pourtant, à l'époque, Hansel, c'est quelqu'un qui a voulu recréer ce lien, et c'est assez rare dans des articles de modélisation qui clairement citent les textes fondateurs et se positionnent par rapport aux textes fondateurs, ce qui est rare. Et le problème, c'est que, en fait, en faisant ça, enfin le problème, en tout cas moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en faisant ça, on voit clairement que le positionnement n'est pas bon et que la compréhension du passé, en fait, n'est pas adéquate. Ce qui n'est pas nécessairement un problème, ce qui n'est pas non plus forcément la cause du fait que le modèle n'est pas aussi riche qu'il aurait pu être. Mais en tout cas, je constate que ce lien est rompu et que recréer ce lien, c'est extrêmement difficile. Et c'est là, évidemment, que l'histoire des sciences peut jouer un rôle depuis l'histoire vers la science, pour une raison qui est davantage qu'une raison de retour aux sources. Une chose qui est assez marquante quand on commence par de la science, comme ça a été mon cas, et qu'on vient ensuite à l'histoire des sciences, c'est de constater à quel point les publications originales sont toujours énormément plus riches que les succès d'année qu'on a pu avoir pendant notre enseignement. Et donc, le retour aux sources, il est fondamental pour montrer cette richesse. Mais en fait, l'histoire des sciences ne peut pas simplement se limiter à un retour aux sources. Il ne faut pas qu'il y ait une fétichisation des moments fondateurs. Sinon, on rentre dans un dialogue de sourds en fait, avec les historiens qui étudient les moments fondateurs et les scientifiques qui sont pris dans leur considération du présent. Donc, je ne nie pas du tout l'intérêt d'un retour aux sources. C'est quelque chose de connu depuis très très longtemps. Paul Langevin, dans La valeur éducative de l'histoire des sciences, l'a dit de manière très explicite. Et Georges Canguilhem reprend en fait une citation de Langevin de manière aussi très explicite dans son article sur la théorie cellulaire. Simplement, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de ne pas réifier ces moments fondateurs et c'est de s'installer dans la fluidité en fait, du changement conceptuel. Et de ce point de vue-là, ce qui m'intéresse, c'est de faire une distinction entre au moins trois contextes, et non pas deux. Le contexte de la découverte, le contexte de l'exposition, et un contexte que je rajoute, le contexte de la réappropriation. Et en fait, c'est de montrer comment ces trois contextes sont toujours en interaction les uns avec les autres. Et c'est ça qui fait tout le sel, en fait, à mon avis, de l'histoire des sciences. Alors, je l'ai dit, en général, dans l'histoire des sciences telle qu'elle se pratique académiquement, on s'intéresse beaucoup au contexte individuel et psychologique de la découverte. Sur la base d'archives, on essaie de ressaisir comment Darwin a conçu la sélection naturelle, comment Claude Bernard en est arrivé à ces procédés expérimentaux, etc. Moi, en fait, je trouve que c'est plus intéressant de faire dialoguer le contexte argumentatif et individuel de l'exposition avec le contexte théorique et collectif de la réappropriation, c'est-à-dire de faire dialoguer les publications originales avec ce qui a suivi dans la littérature scientifique, que ce soit dans les articles de recherche, dans les livres, ou évidemment dans les manuels, pour voir comment ce savoir en fait, est réintégré dans la science, comment il est dogmatisé au sens d'Auguste Comte dans l'édifice scientifique. Et si je reprends mon exemple, vous avez donc des articles qui montrent l'exposition de nouveaux concepts, de ce qui était perçu comme de nouveaux concepts, et puis vous avez la digestion de ces concepts dans la forme théorique dominante, qui est à droite, avec Simpson. Et donc là, vous avez l'argumentaire de l'exposition des concepts,
Et là, vous avez la réappropriation de ces concepts dans la forme théorique dominante. Et ça, c'est toujours une opération qu'on pourrait appeler dialectique. Il y a toujours des échanges entre les deux. C'est toujours des choses qui sont en train de se déplacer. Qu'est-ce que l'historien des sciences a gagné à recréer cette dialectique, à ne pas rompre ce fil entre la science et l'histoire des sciences? Pour moi, c'est assez évident. Et là, je reprends une citation de Bachelard de l'actualité de l'histoire des sciences. Je ne pense pas du tout que Bachelard comprenait cette citation dans ce sens-là, mais enfin, je vous la donne quand même. Dans la proportion même où l'historien des sciences sera instruit dans la modernité de la science, il dégagera des nuances de plus en plus nombreuses, de plus en plus fines dans l'historicité de la science. La conscience de modernité et la conscience d'historicité sont ici rigoureusement proportionnelles. Alors pour Bachelard, c'était unilatéral. La science subsume son passé, liquide son passé. C'est un terme très fort chez Bachelard, parce que la science est nécessairement progressive. Mais on peut comprendre cette maxime bachelardienne, même si on est moins ouvertement solidaire d'une conception du progrès, ou simplement la science du présent vous permet de poser de meilleures questions sur la science du passé. Tout simplement parce qu'elle constitue finalement un point de référence à partir duquel vous pouvez entrer en dialogue avec le passé. Qu'est-ce que la science a gagné de ce rapport avec l'histoire des sciences? Des modèles plus riches, plus intéressants, plus pertinents. Donc là, je donne un exemple, c'est un modèle sur lequel on travaille avec Arnaud Lerouzic, généticien des populations, et Amaury Lambert, qui fait des mathématiques appliquées à la biologie. Donc, on est en train de construire un modèle de l'effet Baldwin qui peut-être soit plus intéressant que celui qui a été proposé, ou que les quelques rares qui ont été proposés, parce que justement, il y a ce dialogue avec l'histoire des sciences. Ce qui, à aucun moment, ne veut dire que l'histoire des sciences doit être inféodée à la science en train de se faire. Je vois juste ça comme une des conséquences de cette façon de comprendre le dialogue entre la science et son histoire. Alors, j'en viens à ma conclusion. Un reproche que l'on pourrait faire à cette manière d'envisager l'histoire des sciences, c'est que du coup, l'histoire des sciences ne serait plus qu'une gigantesque bibliographie. Qu'est-ce qu'il y aurait de différent entre ce travail d'histoire des sciences et une bibliographie qui aurait indéfiniment grossi? Alors, pour moi, ce n'est pas vraiment un reproche si on entend bibliographie dans un sens un peu platonicien, bibliographie idéale. En fait, une bibliographie qui est inatteignable et qui est très loin finalement de ce que les scientifiques font quand eux-mêmes font une bibliographie, c'est-à-dire un champ sur lequel on se donne toute l'attitude de voyager, quelles qu'aient été finalement les réalités historiques. Donc on pourrait imaginer au moins trois niveaux superposés, l'ensemble des concepts d'un point de vue strictement logique tels qu'on pourrait les imaginer, la réalité des concepts qui ont été historiquement proposés, et puis les voies effectives qui ont été historiquement suivies dans les dialogues qui ont pu exister entre ces concepts. Et en fait, quand vous avez un maximum de recul, vous êtes capable, vous devez être capable de superposer ces trois champs, et du coup, ça vous permet de saisir des questions qui peut-être ont une densité, ont une épaisseur qui pourrait être stimulante. Et je terminerai par une citation de Claude Bernard que je trouve tout à fait juste sur la façon dont les scientifiques eux-mêmes s'inscrivent dans une bibliographie. L'évolution historique qu'on assigne souvent à une découverte est vraie quant à l'évolution générale de la science, mais elle est fausse souvent quant à l'évolution intellectuelle de ses inventeurs. Car souvent, les inventeurs successifs ont été ignorés les uns des autres pour arriver au résultat total. Ça, c'est particulièrement vrai dans l'histoire qui me préoccupe. Waddington n'a lu Baldwin que très tardivement, par exemple, dans sa carrière. Chaque inventeur semble avoir eu en lui la puissance évolutive totale de la découverte. Elle a été produite successivement plusieurs fois sans aboutir, parce que le temps n'était pas favorable à toute époque ou parce que les notions manquaient encore pour la comprendre. Mais je dis que celui qui aboutit le dernier n'a pas ajouté ses efforts à ceux de celui qui l'avait précédé, car souvent il suit une toute autre voie. Ce n'est donc que par un historique a posteriori qu'on rétablit un historique chronologique et évolutif dans le temps, mais qui n'est pas dans l'intelligence. Je pense que c'est extrêmement juste ce positionnement épistémologique de Claude Bernard. Et justement, c'est ce qui donne son intérêt à l'histoire des sciences, c'est de recréer une bibliographie idéale qui permet de faire dialoguer ces objets qui n'ont pas dialogué historiquement, mais qui peuvent logiquement dialoguer. Et la question de la désuétude, il me semble, elle est tout à fait stimulante dans ce cadre de pensée. Voilà, donc je voulais encore remercier les organisateurs pour ce très beau thème et je vous remercie pour votre attention.